Je ne sens plus mes doigts. Le vent me glace le visage. Le sommet culmine à 3000 mètres. Mais il est loin. Si loin. Il faut faire vite pour quitter ce continent avant que l'hiver s'installe. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'as à dire? Eh ben, au pôle sud, c'est cool. Ouais. L'Antarctique me donne le vertige. Et pourtant, je suis toujours là. Pourquoi s'obstiner à tenter l'impossible? Je vais faire les 43 km qu'on doit faire pour pouvoir finir dans les délais. On en fait une fois on a fait 24, une fois on a fait 35. Nous n'avons plus le choix. Nous devons skier toujours plus longtemps pour finir dans les délais. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'applaudir bien fort Stéphanie Giquel. Stéphanie, tu as un micro là-bas. Ouais. Bonjour à tous, merci. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour la journée de l'Actito et aussi la journée de la femme. Alors, comme l'a dit Marc, je vais vous parler d'un domaine qui peut vous sembler très éloigné de celui dans lequel vous évoluez au quotidien. Et pourtant, je pense qu'il y a des points communs dans la manière dont on se dépasse, dont on atteint des objectifs élevés, dont on passe de l'idée à l'action, dans les ressources que l'on met en œuvre pour rester agile et survivre parfois dans des conditions extrêmes. Alors effectivement, je suis sportive de l'extrême, je pratique la course à pied sur ultra-distance et je réalise des expéditions polaires en Arctique et en Antarctique. Alors avant de parler d'agilité et de survie, je voudrais préciser ces deux activités que je pratique aujourd'hui quasiment à temps plein. J'ai longtemps concilié cette pratique du sport d'endurance extrême avec une profession d'avocate pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, je me consacre au sport et au partage également sur les régions polaires pour sensibiliser le public à la beauté de ces régions et donner envie de préserver la planète. Alors la course à pied sur ultra-distance, je pratique cette discipline depuis plusieurs années. Elle est assez confidentielle, elle recouvre plusieurs types de compétitions. La compétition sur route, les 24 heures, qui consiste à courir le maximum de distance pendant 24 heures, mais aussi des compétitions d'ultra-trail, qui consistent à courir 180 ou 200 km en montagne avec du dénivelé, 10 000 mètres de dénivelé positif, ou bien dans des régions sans dénivelé. Et j'ai une préférence pour ces courses, car elles permettent de courir sur toute la distance. Parce qu'il est possible de courir sur 200 km. Alors, il y a quelques années, je pensais que c'était absolument impossible. Et puis, au fur et à mesure, à force d'expérience, de pratique, d'entraînement, je suis passée de 45 à 50, à 60, à 80, à 100, à 150 km, à 200 km. Et aujourd'hui, je sais comment m'entraîner pour pouvoir aller au bout de ces distances. Et j'aime énormément cette pratique parce qu'elle permet vraiment de faire corps avec l'environnement. J'aime aussi beaucoup partir en fait seule, c'est-à-dire en dehors du cadre de la compétition organisée pour courir par exemple le long de GR et me retrouver donc seule dans la nature, faire corps avec l'environnement, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. En matière d'expédition polaire, j'ai parcouru le Spitzberg, le Groenland, l'Arctique, le pôle Nord, l'Antarctique à 2 reprises, à pied,
à ski en tractant un traîneau et même en courant. J'ai notamment couru un marathon autour du pôle Nord géographique. Alors c'est un peu différent d'un marathon sur route. C'est pas forcément plus facile ou plus difficile. C'est juste que l'entraînement est complètement différent parce qu'au pôle Nord, on se retrouve par moins 30 degrés jusqu'à moins 40 degrés. On court dans la neige, donc on s'enfonce parfois jusqu'au mollet, jusqu'aux genoux, parfois on glisse. Donc il y a une préparation spécifique. Je m'entraîne évidemment sur le terrain, je m'entraîne en montagne, mais également dans des entrepôts frigorifiques par moins 23 degrés. Il faut savoir qu'un entrepôt frigorifique, c'est extraordinaire, on peut s'entraîner dans le froid, mais il ne fait que moins 23 degrés. Dans les régions polaires, il fait généralement moins 30, moins 40 degrés et parfois moins 50 degrés. Alors, comme l'a dit Marc, j'ai réalisé aussi une très longue expédition en Antarctique qui a duré 74 jours. J'ai parcouru 2045 km via le pôle sud géographique. C'est l'expédition la plus engagée que j'ai réalisée à ce jour. Elle était très engagée, les objectifs étaient très élevés. Pourquoi ? Parce que les conditions de l'Antarctique sont extrêmes. C'est un continent qui est très élevé. Au niveau du pôle sud géographique, on se trouve à 3000 mètres d'altitude. C'est un continent où il y fait très froid, un continent qui est très venté, très sec. Les conditions y sont extrêmes. Y aller aussi est compliqué parce qu'il faut des autorisations, il faut trouver beaucoup de financement et on est très peu aujourd'hui à avoir traversé le continent antarctique, on est 30 à avoir traversé ce continent. Alors, il y a plusieurs façons de progresser à travers le continent antarctique, c'est vrai aussi au Groenland ou en Arctique. On peut le faire soit avec des chiens de traîneau. Alors, c'était le cas jusqu'en 1990 en Antarctique. On pouvait parcourir ce continent avec des animaux. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On peut le faire avec une voile de traction, c'est-à-dire avec un kite ski. On a des skis au pied, un traîneau et on a un kite, un peu comme le kitesurf, de façon à pouvoir être aidé par le vent et progresser ainsi rapidement et parcourir une distance assez longue et tracter aussi une charge assez lourde. Moi, j'ai choisi de partir sans voile de traction et sans animaux, uniquement avec des skis de randonnée nordique et un traîneau. Alors ça complique évidemment les choses parce qu'on va plus lentement, on est à 3 km/h et le délai était limité pour effectuer cette traversée. J'avais uniquement 75 jours de façon à pouvoir quitter le continent antarctique avant que l'hiver polaire ne s'installe et pouvoir prendre le dernier avion qui quitte le continent vers le Chili fin janvier. Donc cette expédition, elle a eu lieu donc sur 74 jours, elle a eu lieu du 14 novembre 2014 au 27 janvier 2015. J'ai mis 3 ans à préparer cette expédition, donc 3 ans pour s'entraîner dans des entrepôts frigorifiques, s'entraîner à tracter des pneus sur le sable en Bretagne, à tracter des poulkas, des traîneaux dans le Vercors. Je partais le samedi matin avec le train de 6h37 pour Grenoble. Je prenais un bus ensuite pour aller en altitude, m'entraîner quelques heures et je rentrais le dimanche soir. J'ai fait ça pendant plusieurs années. J'ai aussi mis 3 ans à trouver le financement parce que c'est assez colossal de pouvoir financer ce type d'expédition et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est peu nombreux aujourd'hui à être allés en Antarctique. Et j'ai mis 3 ans aussi pour monter la logistique et on pourra en parler un peu plus amplement tout à l'heure avec Marc lors de l'interview. Donc l'expédition a commencé le 14 novembre 2014. J'ai été déposée sur la côte du continent antarctique. J'ai été déposée sur la côte du continent antarctique pour pouvoir parcourir 2045 km. Alors 916 km jusqu'au pôle sud géographique et ensuite 1129 km du pôle sud géographique jusqu'à la fin de l'expédition. Alors le début d'expédition était assez compliqué car il y avait des vagues de glace partout. Il faut savoir qu'en Antarctique, c'est pas complètement plat, il y a des vagues de glace qui sont formées par le vent et c'est compliqué de s'entraîner parce que ces vagues de glace, elles sont différentes par exemple des crêtes de compression qu'on peut trouver en Arctique. En Antarctique, les vagues de glace peuvent faire 1 mètre, 2 mètres de haut, 50 cm. Elles sont tranchantes comme des lames de rasoir. Alors on n'a pas intérêt à tomber bien sûr sur ces vagues de glace, mais en début d'expédition, sur les 400 premiers kilomètres, elles occupaient tout l'espace. Donc il était impossible de les contourner, j'étais obligée de les franchir les unes après les autres au risque de casser les skis. Donc le traîneau se renversait sans cesse, le traîneau se renversait, je me retournais, je le redressais, je continuais, il se renversait, je me retournais, je le redressais, je continuais. Il faut imaginer qu'on est équipé, qu'on a des gants, on a beaucoup d'équipements et donc tout ça prend beaucoup de temps et donc au lieu de 3 km/h, j'étais plutôt à 2,5 km/h. Nous étions à 2,5 km/h parce que je ne pars jamais en solo, donc c'est une petite précision, je suis toujours en équipe, que ce soit sur les expéditions ou bien sur les compétitions d'ultra-distance ou quand je pars le long des GR. Donc on reviendra sur l'importance du collectif tout à l'heure lors de l'interview.
En début d'expédition, c'était aussi assez compliqué car j'ai attrapé une grippe au Chili. Donc, il n'y a pas de virus en Antarctique, mais au Chili, avant de partir, je suis restée 3 semaines au Chili et j'ai attrapé une grippe qui m'a énormément fragilisée tout au long de la première semaine d'expédition. C'est-à-dire au moment où on commence à s'acclimater, au moins 30, moins 35 degrés, moi j'étais assez fragilisée à cause d'une fièvre. Donc, ça a rendu le début d'expédition un peu compliqué. Et à vrai dire, c'est le seul moment de l'expédition où j'ai vraiment douté quant à ma capacité de ne faire ne serait-ce que 200 km sur ce continent. Alors j'ai continué, mais j'avais vraiment des doutes qui étaient assez profonds sur ma capacité à pouvoir faire plus de 200 km sur ce continent. Parce que s'habituer aux conditions extrêmes, au vent de face, 50, 60, 70, 80 km/h, qui vous repoussent sans cesse, le froid, les 8 créneaux d'1 heure de ski par jour, tout ça avec la fièvre, c'était assez compliqué. Puis au bout d'une semaine, ça allait beaucoup mieux. Là, les conditions climatiques se sont un peu dégradées. Il a fait moins 50 degrés pendant 10 jours. Alors à moins 50 degrés, là on parle de survie vraiment au sens premier du terme, c'est-à-dire le sens propre. Il y a un instinct de survie qui se met en place. Vous avez beau être en hypoglycémie, vous avez beau être fatigué, épuisé, vous allez vite, vous n'avez pas d'autre choix, c'est le seul moyen pour réchauffer votre corps et survivre. Parce qu'effectivement, la combinaison, elle n'est pas très chaude, dans le sens où on ne porte pas de veste en duvet comme les alpinistes qui font l'ascension de l'Everest par exemple, parce qu'on tracte un traîneau qui pour ma part est toujours plus lourd que mon poids de corps, parce que j'ai un corps assez sec et donc j'ai un faible poids, donc mon traîneau est toujours très lourd. On est en montée, on monte au pôle sud jusqu'à 3000 mètres d'altitude, donc tout ça fait qu'on ne peut pas porter des équipements qui sont trop lourds et qui pourraient être trop chauds, parce que le risque c'est la transpiration gèle, ensuite on a des plaques de glace dans la veste, donc il faut être habillé de façon assez légère. On a 3 couches en général, 4 couches quand il fait moins 50 degrés, donc on rajoute une veste sans manches en duvet mais assez légère par-dessus cette veste Gore-Tex. Donc on ne peut pas rester statique à moins 50 degrés, donc les pauses qui en général durent 10 minutes toutes les heures, 8 créneaux d'1 heure dans la journée entrecoupés de pauses de 10 minutes. À moins 50 degrés, les pauses ne sont plus de 10 minutes, elles sont de 3 minutes. On a à peine le temps de manger, de s'hydrater, qu'il faut repartir. On n'a pas le temps de fermer son traîneau, de refermer son zip, de remettre son masque. On est obligé de repartir pour produire de la chaleur dans son corps. À ce moment-là, je n'ai pas douté sur la capacité de terminer l'expédition. J'allais mieux, ma fièvre était passée, mais j'ai eu peur, très peur. J'ai eu peur que les températures chutent à moins 60, moins 70 degrés, parce que le moins 50 degrés était tellement compliqué à gérer. J'avais déjà vécu moins 45 degrés au pôle Nord, mais jamais moins 50 degrés. Et à chaque fois qu'on perd 1 degré, ça se ressent. Hein, la température, on devine même quelle est la température, tellement on s'habitue à ces conditions. Quand on reste 3 mois dans le froid, on sait s'il fait moins 35, moins 37, moins 39. On devient un thermomètre, hein, parce que le corps devine la température, on finit par s'habituer. À moins 50 degrés, le corps ne peut pas s'habituer. En tout cas, avec l'équipement que je portais, il ne pouvait pas s'habituer. Donc j'ai vraiment ressenti une situation de survie, une peur à ce moment-là. Après, quand il fait moins 35 degrés, alors là, on est vraiment bien. Et on a limite chaud. Le risque à moins 35 degrés, après un épisode à moins 50 degrés, c'est de se découvrir trop. Si on enlève par exemple son masque qu'on a autour de la bouche, autour des yeux, le risque c'est d'avoir des gelures assez rapidement aux joues. L'un d'entre nous a eu aussi une gelure à l'oreille en mettant à moins 35 degrés des lunettes en métal. Pourquoi ? Parce qu'il avait chaud, il se sentait bien. Après à moins 50 degrés, on était plutôt pas mal. Et là, le risque, c'est d'avoir une gelure parce qu'il fait toujours aussi froid et donc la peau est toujours aussi sensible au froid. À moins 35 degrés, quand il n'y a pas trop de vent, quand vous n'avez pas le 80 km/h de vent qui vous repousse sans cesse, vous pouvez admirer le paysage. Et c'est pour ça que je suis allée en Antarctique. C'est pour ça que je vais dans les régions polaires. C'est pour le paysage, parce qu'il est extraordinaire. Alors vous avez l'impression peut-être que ce paysage est monotone. 3 mois dans la neige, dans une immensité, un désert. En réalité, quand on passe 3 mois dans ces conditions, on apprend à remarquer les détails. La neige, le ciel, les couleurs ne sont jamais les mêmes. Alors je vous assure que quand on rentre à Paris ensuite,
on remarque encore plus les détails. Et des détails autour de nous, il y en a vraiment beaucoup. Aujourd'hui, quand je pars courir 5 heures, 6 heures, quand je fais une sortie longue pour m'entraîner avant une compétition, je m'ennuie absolument jamais parce qu'il y a tellement de détails autour de nous. J'ai appris à remarquer ces détails. Donc, je ne me suis jamais ennuyée en Antarctique et pour autant, ça peut vous paraître monotone, mais on ne s'ennuie pas. Donc, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est ces moins 35 degrés avec peu de vent, parce que là, on est vraiment bien. Mais pour vivre ces moins 35 degrés avec peu de vent, il faut passer forcément par des moments qui sont compliqués, des obstacles, du moins 50 degrés, du brouillard blanc aussi. Alors le brouillard blanc, qu'est-ce que c'est? On n'y voit absolument rien. Celui qui est devant, on alterne, hein, chaque heure, il y en a un qui est devant avec la boussole. Celui qui est devant doit regarder en permanence la boussole. Il n'a plus aucun repère, pas de soleil, pas de nuages, pas de vagues de glace. Donc il est obligé de regarder en permanence la boussole. Ça veut dire enlever sa main, regarder la boussole, remettre la main dans le gant qui est attaché au bâton. Donc ça prend beaucoup de temps. Pour celui qui est derrière, il n'a pas intérêt à se perdre. Il faut savoir qu'avec le vent de face et les équipements, on n'entend absolument rien. Donc vous avez intérêt à vous accrocher à la poulka qui est devant, parce que si vous ne la suivez pas, la personne qui est devant ne vous entendra pas, ça servira à rien de crier. Et auquel cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever ses skis et courir autour du traîneau jusqu'à ce que le brouillard s'évapore. Et parfois, ça prend plusieurs jours. En fin d'expédition, on a eu du brouillard pendant 15 jours d'affilée, tous les jours. Donc on était considérablement ralenti. On devait faire un marathon par jour à ce moment-là. Et parfois, on ne faisait que 24-35 km, comme je l'indiquais dans la vidéo. Parce qu'effectivement, j'ai atteint le pôle sud géographique le 23 décembre 2014, donc là c'était extraordinaire. J'ai rencontré des scientifiques au pôle sud, j'ai rencontré, donc il y a 150 personnes qui travaillent là-bas. C'était un moment absolument incroyable parce qu'on est au pôle sud géographique et on rencontre des personnes, des humains pour la première fois après 40 jours d'efforts dans le froid extrême. Mais c'était en même temps assez tragique parce que j'avais parcouru 916 km en 40 jours et qu'il me restait 1129 km à parcourir en 34 jours. Donc là a commencé une véritable course contre la montre. C'était plus 8 créneaux ou 9 créneaux d'une heure dans la journée. C'était 10 créneaux, 11 créneaux, 12 créneaux, jusqu'à 16 créneaux d'une heure par jour. 16 créneaux d'une heure, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'on n'a même plus suffisamment de temps sous la tente pour faire fondre suffisamment de glace pour pouvoir s'hydrater correctement. D'où les risques de déshydratation et dénutrition aussi, parce qu'en fait, on porte un traîneau. Si vous portez davantage de rations alimentaires dans votre traîneau, vous dépensez encore plus d'énergie pour tracter votre traîneau. Et donc, on a tendance toujours à avoir trop peu de rations alimentaires dans son traîneau. Et ça, sur toutes les expéditions sans voile de traction, on perd du poids. Je pesais 39 kilos à la fin de cette expédition. Donc à la fin, on skie comme des zombies, 12 heures, 16 heures par jour. On est très lent. Donc ça, dans mon film, on le voit et on peut se demander, mais pourquoi elle est si lente alors que ça paraît plat? Oui, mais je skie 16 heures par jour. Ça fait 74 jours que je fais la même chose et je suis très faible. Donc effectivement, on devient très, très lent. En fin d'expédition, j'ai atteint donc l'objectif le 27 janvier 2015 à 3h35 du matin. Donc là, j'ai ressenti une plénitude absolument immense, un très grand accomplissement, parce que c'était un objectif élevé, un objectif que je m'étais fixé plusieurs années auparavant. Et là, on ressent vraiment beaucoup de joie. Et je suis convaincue que l'accomplissement est vraiment à la hauteur des obstacles surmontés. Des obstacles que j'en ai surmontés avant de partir, des obstacles dans la recherche de financement, des obstacles dans la préparation physique. J'ai eu plusieurs accidents avant de partir pour ce projet, des obstacles sur le terrain, donc j'ai parlé de la fièvre, j'ai parlé du brouillard blanc, des moins 50 degrés, j'ai eu une rage de dents aussi pendant plus d'un mois, parce que ce qui se passe quand on part dans le froid extrême, et ça c'est dans quasiment toutes les expéditions, c'est qu'on se casse souvent des dents. Pourquoi? Parce que la nourriture est très froide. On a tendance parfois à vouloir manger vite, déjà parce qu'on a très faim, mais parce qu'aussi parfois on n'a pas le temps, les conditions sont extrêmes. On mange vite, on peut se casser des dents aussi parce qu'on est fragilisé. Donc les dents sont c'est la première chose que l'on se casse quand on est plus fragile et quand on pèse que 39 kilos et qu'on est complètement épuisé. Donc je me suis cassé une dent, j'ai eu une rage de dents. Bon, je vous assure, c'est pas forcément le plus compliqué
compliqué à gérer. Ce qui a été le plus difficile à gérer, je pense, c'est quand même les moins 50 degrés et puis cette progression qui était très lente en fin d'expédition en raison du brouillard blanc. On n'avait plus la possibilité non plus de recharger les batteries. Faut savoir qu'on part à la fois avec du matériel photo-vidéo, puisque l'objectif c'était de rapporter des images pour pouvoir partager, ce que je ne faisais pas nécessairement lors des précédentes expéditions, mais dans le cadre de celle-là, j'ai souhaité partager. Donc on avait du matériel photo-vidéo, mais surtout des GPS, des téléphones satellites, et c'est ce que l'on recharge en priorité. Sauf que quand pendant 15 jours, vous avez du brouillard blanc, les panneaux solaires ne fonctionnent plus, et donc on a eu pas mal de difficultés de ce type à gérer. Et donc quand on atteint l'objectif, je suis arrivée sur la barrière de Rhône qui se trouve sur la mer de Weddell le 27 janvier 2015. J'ai ressenti beaucoup d'accomplissement. Déjà, ce dernier jour était donc un jour très très long. En plus, c'était très différent de ce que j'ai pu voir pendant 74 jours. Il y avait des montagnes. Je suis arrivée sur une barrière. La barrière, c'est ce qui entoure le continent antarctique. Ça se trouve sur la mer. On n'a plus de vagues de glace quand on se trouve sur la barrière. La texture, la surface au sol est complètement différente aussi. La glace est friable, elle est bleue, d'une autre couleur. Donc on sent quand on passe du continent sur la barrière. Et là, on ressent évidemment beaucoup d'émotions, beaucoup d'accomplissements. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tout ça? Alors déjà, j'adore la nature, j'adore les voyages. Quand j'étais jeune, je voyageais absolument pas. Et j'avais un rêve, c'était de voyager, de découvrir le monde. Je me suis dit, mais comment atteindre cet objectif? J'ai choisi la voie des études pour atteindre cet objectif. Je me suis dit que les études me donneraient les clés pour pouvoir un jour voyager. Alors effectivement, c'est le cas, parce que monter une expédition, c'est un projet entrepreneurial. Il faut communiquer, il faut trouver du financement, monter un site internet, partager avec les autres. Donc c'est un véritable projet entrepreneurial. Monter une équipe aussi, c'est absolument pas évident quand on est une féminine. Donc effectivement, les études m'ont permis d'atteindre cet ailleurs dont je rêvais quand j'étais jeune. Ensuite, j'ai eu envie de sortir des livres. J'ai lu beaucoup de récits d'exploration polaire qui parlaient de la faim, qui parlaient du froid, qui parlaient de l'effort jusqu'à 16 heures par jour dans des conditions extrêmes. Je vous assure d'une chose, c'est que les livres, c'est extraordinaire, mais on n'apprend vraiment que par l'expérience. Et je n'aurais pas pu imaginer ce que c'était que la faim, le froid, et à quel point l'Antarctique était un continent magnifique si je ne l'avais pas vécu moi-même. Et j'ai bien vu, aujourd'hui, j'ai écrit donc un livre, Expédition Across Antarctica, et je suis en train d'en écrire un autre, d'en terminer un autre. Et je vois bien la difficulté que j'ai aujourd'hui de partager toutes les émotions que l'on peut ressentir sur le terrain, parce que ce sont des choses que l'on vit plus qu'on ne raconte. Et donc j'ai eu envie à un moment donné de fermer les livres et d'aller au-delà de ces livres et de vivre moi-même l'expérience et de me confronter à ce continent des extrêmes et continuer aujourd'hui à me confronter à d'autres espaces polaires, mais également des déserts chauds, puisque j'envisage des expéditions dans des univers un peu plus chauds. Voilà. Je t'invite à t'asseoir, Stéphanie. J'espère que comme moi, vous avez été vraiment impressionnés. C'est émouvant parce que on relativise beaucoup de choses. On a nos petites souffrances et puis Stéphanie nous raconte qu'un mois de rage dedans, finalement, c'était pas si compliqué à gérer. Bon, d'accord. Alors maintenant, donc Stéphanie, c'est la vraie combinaison, hein. Ah oui, c'est oui, celle que tu as utilisée. Et c'est vrai que ça paraît pas si chaud que ça, en fait. Tu te dis, résister à moins 50 là-dedans, nous, on part au ski, on est des bibins d'hommes, quoi. Donc, Alors, sous la veste Gore-Tex, on a une laine Merino et une polaire. Alors ça, c'est idéal pour moins 35 degrés. Quand il fait moins 25 degrés, on enlève la polaire. Donc, on a laine Merino et veste Gore-Tex. Et quand il fait moins 50 degrés, on rajoute à ça une veste en duvet sans manches, que l'on voit un peu dans le film que l'on a présenté tout à l'heure. Donc effectivement, ce sont des vêtements qui ne permettent pas de rester statiques, qui sont très différents des vêtements portés par les scientifiques, par exemple, ou bien les alpinistes qui font l'ascension de l'Everest et qui sont parfois dans des conditions de lenteur qui sont plus importantes que les nôtres en Antarctique. D'accord. Alors, moi, je voudrais profiter de ta présence pour faire un parallèle entre le monde du business, celui que vous connaissez tous, et ce monde qui nous paraît tellement étrange, tellement incroyable, tellement inaccessible, du sport extrême et de ce genre d'aventure. Et en fait, quand on a préparé cette interview, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de points communs
Et j'espère que ça va vous inspirer dans votre vie professionnelle au quotidien, de penser à tout ça, parce que vous allez voir que c'est vraiment des enseignements qu'on devrait toujours avoir en tête. Alors le premier, c'est cette notion de prise de risque. C'est-à-dire que quand on est finalement, comme tu l'étais, avocate, j'imagine avec un certain confort de vie, qu'on a réussi des bonnes études, finalement, on n'est pas en situation désespérée, hein, la vie est toute tracée quelque part, plutôt une belle vie a priori. Qu'est-ce qui d'un seul coup fait que tu te lèves le matin, tu dis il faut qu'on fasse un truc dingue, on va partir traverser l'Antarctique. Comment tu fais cette prise de risque incroyable? Alors déjà, j'aime beaucoup le changement, c'est-à-dire atteindre des objectifs élevés qui m'amènent à sortir de ma zone de confort. Parce que je trouve que cela permet de mieux se connaître, de mieux connaître le monde qui nous entoure. Et cela apporte aussi beaucoup de plénitude, beaucoup d'accomplissement, beaucoup de bonheur. J'ai l'impression aujourd'hui d'avoir acquis pas mal d'expérience justement en voyant plusieurs univers, à la fois celui du sport, celui de l'exploration, le monde d'avocat d'affaires aussi. Et j'aime énormément ces parallèles que l'on peut faire entre ces mondes, parce que finalement, il y a énormément de parallèles. Et je crois qu'au-delà de l'audace, c'est aussi la curiosité et l'émerveillement qui m'ont attirée vers ces univers, vers ces objectifs élevés. Et je crois qu'il ne faut jamais attendre que tous les voyants soient au vert, car ils ne le sont jamais. Donc quand on a un rêve, quand on a une envie, il faut y aller parce que les voyants ne sont jamais tous au vert. Et si vous attendez qu'un voyant rouge passe au vert, il est possible qu'au même moment, un voyant vert redevienne rouge. Dans mon cas, quand je suis partie en Antarctique, 9 mois avant mon départ, j'ai eu une fracture déplacée de l'épaule. Donc j'ai dû revoir tout mon plan d'entraînement. 2 mois avant le départ d'expédition, un partenaire s'est retiré du projet. Il me disait que j'allais mourir en Antarctique. Il me l'a dit de cette façon-là, sans prendre de gants. J'ai dû donc revoir tout le budget. J'ai convaincu d'autres partenaires. J'ai convaincu une banque de m'octroyer un prêt significatif. Et j'ai dû également revoir l'itinéraire. Je devais initialement parcourir 1800 km en Antarctique, ce qui était un peu plus faisable, puisque 3 personnes avaient déjà réalisé une expédition à ski sans voile de traction sur 1750 km. Donc 1800 km semblait un peu plus réalisable que ce que j'ai fait in fine, mais j'ai dû, pour des raisons budgétaires, être déposée plus près d'une base de façon à limiter les coûts de dépose en avion, et donc j'ai dû faire 2045 km pour faire une traversée, c'est-à-dire partir en dehors des limites du continent, atteindre le pôle sud et rejoindre à nouveau la côte. Mais finalement, cet obstacle, comme tous les obstacles que j'ai pu vivre dans le cadre de mes expériences, a eu des conséquences positives, puisque ça m'a permis de réaliser un record du monde. C'était absolument pas l'objectif initialement, mais aujourd'hui c'est la plus longue distance réalisée par une femme en Antarctique à ski et sans voile de traction, parce que ce partenaire s'est retiré et que je n'avais donc pas le budget. Alors aujourd'hui ça m'aide évidemment pour avoir d'autres partenaires, donc ça a des conséquences plutôt positives. Dans toutes mes expériences j'ai réalisé que c'était le cas. C'est un peu, si on fait un parallèle un peu hasardeux, mais c'est un peu comme nous, on a dû changer de lieu 3 semaines avant l'événement, hein. Un partenaire nous a lâchés au dernier moment. Et il faut savoir rebondir, et c'est vrai que finalement c'est plutôt un mal pour un bien, parce que je trouve que cet endroit est super. Le parallèle que je ferais quand tu dis il ne faut pas attendre que tous les voyants soient au vert, il y en a 2 en fait. Le premier, c'est que c'est quand ça va bien qu'il faut se remettre en question et qu'il faut sortir de sa zone de confort. Il ne faut pas attendre que ça aille mal pour le faire. Donc quand le business va bien, c'est le moment de se poser les questions de qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment. Et puis la deuxième chose, c'est ne pas attendre que tous les voyants soient au vert sur un projet, parce qu'effectivement les planètes ne sont jamais parfaitement alignées, et si on attend que tout soit parfaitement aligné, on ne fait jamais rien, et donc il faut se lancer, même si on a encore quelques zones d'incertitude. Mais avant de se lancer, il faut apprendre, et il faut apprendre de ceux qui ont déjà vécu ça. Donc comment tu t'es, qui es-tu allé voir, avec qui as-tu échangé pour essayer de comprendre ce que tu allais vivre là-bas? Alors, l'échange a été effectivement capital, parce que lorsque je me lance dans un projet, j'utilise pour atteindre l'objectif ce que j'appelle la visualisation. C'est-à-dire que je visualise à la fois l'objectif atteint, mais aussi les obstacles que je vais vivre. Par exemple, quand je pars sur une course d'ultra-distance, je visualise le fait que je vais courir sous la pluie, que je vais avoir faim, que je vais avoir de l'hypoglycémie, que je vais avoir mal au ventre en fin de nuit, qu'il va falloir courir avec la frontale, etc.
Le problème, c'est que quand on part sur un projet dans lequel on est en dehors de sa zone de confort, c'est-à-dire un objectif que l'on ne connaît pas, on a besoin d'interroger ceux qui connaissent de façon à pouvoir visualiser ces obstacles parce qu'on ne les a pas vécus soi-même. Donc, dans le cas de l'Antarctique, comme cette expédition était beaucoup plus engagée que celle que j'avais réalisée auparavant et qu'elle était sur un continent que je n'avais vu qu'une seule fois et j'avais uniquement vu les côtes, et le cœur du continent antarctique est très différent des côtes, j'ai dû interviewer des personnes qui connaissaient le cœur du continent. Il faut savoir qu'on n'est que 30 aujourd'hui à avoir traversé l'Antarctique, donc il y a très peu de personnes, mais j'en ai quand même rencontré, je les ai rencontrés la plupart, et j'ai pu leur poser beaucoup de questions, toutes celles qui sont parties sans voile de traction. C'est-à-dire, il y en a très peu en fait sans voile de traction, parce que la plupart utilisent un kite. Mais celles qui sont parties sans voile de traction ont attiré mon attention sur deux choses, sur la faim et sur le fait qu'il faudrait que je prenne du poids. Alors, prendre du poids, pour moi, c'était pas possible parce que j'ai un corps de fondeur et mon corps est fait de telle façon que je ne peux pas prendre de poids et en même temps m'entraîner. Donc, j'ai quand même utilisé ce conseil pour me dire, voilà, comment tu vas adapter, anticiper les obstacles pour pouvoir atteindre quand même ton objectif. J'ai un petit gabarit. Alors tu vas prendre un nombre de ravitaillements qui me permettent quand même d'atteindre l'objectif. In fine, j'avais 3 points de ravitaillement sur cette expédition, mais c'est grâce à ces conseils que j'ai pu affiner mon plan. On m'a parlé aussi des vagues de glace qui ralentissent considérablement la progression. Donc j'ai utilisé aussi ce conseil pour adapter ma stratégie de route et me dire, en début d'expédition, je vais plutôt faire 25 km que 35 km. J'ai utilisé aussi les conseils concernant le lieu des crevasses, de façon à pouvoir adapter mon itinéraire en fonction du lieu où se trouvent ces crevasses. Donc ces conseils m'ont beaucoup aidé, ce partage d'expérience, et à chaque fois que je tente un nouvel objectif, j'essaye de rencontrer les personnes qui connaissent, parce qu'il y a beaucoup d'informations, notamment sur la toile, beaucoup de désinformations, mais les personnes qui connaissent vraiment, ce sont celles qui ont l'expérience, et c'est elles qu'il faut aller rencontrer. Donc moi, ça m'a énormément aidé, oui. Alors, le partage d'expérience, c'est l'objet de cette journée, vous l'avez compris. N'hésitez pas à partager entre vous, parce qu'il y en a qui ont vécu des projets et qui sont passés par des étapes qu'on n'anticipe pas toujours. Et c'est évidemment la meilleure chose que de pouvoir échanger avec eux. Et d'ailleurs, les retours d'expérience de nos clients qui vont venir tout à l'heure témoigner, ça fait partie des retours d'expérience, des partages qui vont vous permettre, quand vous ne l'avez pas encore fait, de se lancer sur un projet de marketing automation avec succès. C'est un projet complètement dingue de se dire on va traverser, on va faire 2000 km. Ça paraît tellement hors de portée que comment on arrive à se motiver le premier jour en se disant allez, je pars et je vais faire 2000 km. Alors le premier jour, c'est vrai que je savais que je partais peut-être pour le plus long ultra de ma vie, mais on ne pense pas au 3e mois, on ne pense pas à l'arrivée quand on démarre l'expédition. On y va jour après jour, étape par étape. Donc on a des étapes intermédiaires. Déjà dans le cadre de la journée, tous les midis, on montait la tente. Donc on restait 40 minutes, montage, démontage de la tente compris, en pause. C'est le seul moyen parce qu'on ne peut pas faire une pause évidemment de 40 minutes avec le vent, etc. Donc il faut se mettre sous la tente. Mais déjà, c'était un objectif d'atteindre cette pause le midi et ensuite la pause du soir. Alors on y allait par nombre de créneaux de ski, c'est-à-dire que notre objectif, par exemple, en début de journée, c'était de faire 8 créneaux d'1 heure, 9 créneaux d'1 heure, 10 créneaux d'1 heure. Quand on l'avait atteint, c'est ça qui nous rendait absolument heureux, absolument contents. Alors, en fonction des conditions, évidemment, le soir, on décidait la stratégie de route du lendemain. Si par exemple les conditions étaient trop mauvaises et qu'on progressait trop lentement, au lieu de faire 8 créneaux, on en faisait 10. Mais notre objectif, c'était simplement de faire ces créneaux et de respecter le temps. C'est-à-dire que les pauses sont de 10 minutes, elles ne sont pas de 11 minutes ni de 9 minutes, elles sont vraiment de 10 minutes, hormis quand il fait moins 50 degrés. Et quand on respecte le temps et qu'on a ces objectifs intermédiaires tous les soirs, on arrive à atteindre l'objectif. Mais jamais je n'ai pensé au 74e jour quand j'étais au premier jour de ski. J'ai toujours eu ces étapes intermédiaires. Et c'est vrai aussi dans la préparation, j'ai ce que j'ai appelé la méthode du puzzle, c'est-à-dire que j'essaye d'abord de convaincre des partenaires équipementiers avant d'aller voir d'autres entreprises en dehors du secteur du sport, parce que je pense qu'il faut vraiment y aller étape par étape avant de construire un projet. Surtout que là, j'ai mis 3 ans, donc je ne voyais pas encore 3 ans auparavant, je ne voyais pas encore l'objectif final, je voyais étape après étape. Voilà, ça c'est un enseignement, je pense qu'il peut nous être utile à tous. C'est que quand on se lance dans un projet, quel qu'il soit, projet de transformation digitale, projet de rénovation de son marketing client, que sais-je, souvent on a des ambitions, et la direction générale met des ambitions élevées, et tout le monde
évidemment, veut se projeter dans une situation aboutie, idéale. Dans 3 ans, on pourra faire tout ça. Et on a l'impression que tout ce qui est en dessous de tout ça serait un échec. Alors qu'en fait, un projet se construit étape par étape. Il faut avoir des objectifs intermédiaires. Il faut commencer simple. Il faut monter une première marche, puis une deuxième, et on aboutit à la fin au résultat final qu'on avait tous escompté. Par contre, si on commence tout de suite en se disant « je veux tout de suite démarrer avec tout, je veux que toutes les features de mes logiciels soient disponibles jour 1, je veux que toutes mes données soient chargées jour 1 », ben, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, vous êtes noyé sous la complexité, vous êtes écrasé par la tâche, et vous n'arrivez pas justement à avoir ces satisfactions de ces étapes intermédiaires qui, petit à petit, dynamisent l'équipe, font que chaque jour, chaque mois, chaque année, il y a des objectifs à fêter. Voilà, et ça, c'est important à garder en tête, parce qu'on voit beaucoup de projets qui s'enlisent, parce qu'ils visent trop haut, sans étape intermédiaire. Alors, un point aussi extrêmement important, c'est quand tu prépares une expédition comme ça, j'imagine qu'au début, tu fais une liste de tout ce que tu veux emmener, et puis tu te rends compte que ça va remplir à peu près la moitié de cette salle. Parce que tu te dis, il me faut... je vais peut-être prendre un pot de Nutella quand même, on ne sait jamais un jour si j'ai envie. Enfin, bon. Et puis à un moment donné, il faut faire des tris, et puis il faut se concentrer sur l'indispensable. Comment est-ce que tu choisis entre ce qui est indispensable et ce qui va être futile? Alors oui, effectivement, le choix du matériel est essentiel parce qu'on tracte le matériel, donc il faut prendre que ce qui est indispensable à la progression et à la survie, ou bien au projet que l'on monte. Là, en l'occurrence, j'avais aussi des appareils photo et caméras parce que je souhaitais monter un film. Mais donc, chaque détail compte, c'est-à-dire qu'en fait, on expérimente. Et pour le coup, on peut écouter les conseils des autres pour tester, mais il faut tester soi-même. C'est-à-dire que chacun a sa solution. Par exemple, pour les gants, on met plusieurs couches de gants pour éviter d'avoir froid aux extrémités. Mais en même temps, il faut garder la possibilité de faire des manipulations, notamment monter, démonter le campement. Aux pauses, il faut être extrêmement rapide. Donc il faut trouver la composition, l'assemblage de gants qui convient. Et ça, c'est très différent pour chacune des personnes. Je n'ai jamais rencontré un seul explorateur qui a la même solution. Donc il faut tester sur le terrain. Chaque détail compte aussi pour le masque. Le masque autour des yeux givre. Alors il givre à cause du vent, à cause du froid, à cause de l'effort. Il y a pas mal de facteurs qui font qu'il givre. Quand il givre intégralement, on n'y voit plus rien. Impossible de le mettre sur le front. Si vous le mettez sur le front, vous avez la cornée gelée ou bien une gelure au niveau des joues. En même temps, vous ne pouvez pas le garder parce que vous n'y voyez absolument rien. Donc vous ralentissez, vous ne pouvez plus avancer, vous perdez les autres et en même temps, vous vous refroidissez parce que vous êtes obligé de ralentir. Donc il faut avoir d'autres masques dans le traîneau. Mais en même temps, ça serait génial de pouvoir en porter 15. Comme ça, on est sûr d'en avoir suffisamment pour toute la journée. Mais 15, c'est trop lourd. Donc, il faut s'entraîner, expérimenter sur le terrain pour savoir quel est le nombre optimal de masques à porter, de façon à ce que vous puissiez le changer quand vous en avez besoin et pouvoir le remplacer dans la journée lors des pauses. C'est pareil pour le masque qui se trouve autour de la bouche. Certaines personnes mettent des masques comme celui-là, donc avec un embout en néoprène. D'autres mettent un tour de cou polaire que l'on tourne d'un quart à chaque pause, parce que si on remet la partie gelée sur les joues, on a des gelures. Donc là aussi, il faut savoir combien de masques on doit prendre ou combien de tours de cou on doit prendre pour la journée, de façon à ne pas remettre une partie gelée sur les joues, puisque ce serait pire. C'est la même chose pour les zips des vestes. Quand vous allez aux toilettes, il faut aller vraiment très très vite. Il y a des zips qui givrent, donc il est impossible de les retirer ou de les remettre. C'est pareil pour la veste, quand vous mangez, vous descendez le zip. Donc il faut faire tout ça très rapidement. Tout ça, ce sont des détails, ça peut paraître être des détails. Si vous ne préparez pas ça suffisamment bien, si vous n'expérimentez pas ce genre de choses, c'est le genre de choses qui peut faire rater une expédition. Donc chaque détail compte. Le rangement de la poulka aussi, c'est-à-dire que vous avez des équipements qui sont facilement accessibles. Thermos, alimentation. La tente aussi doit être à un endroit précis pour pouvoir la monter rapidement le soir. Et tout ça, en fait, on le prépare en amont. C'est-à-dire qu'à force de faire des expéditions, on sait exactement où doivent être les choses. Il faut qu'il y ait une forme d'automatisme
qui se mettent en place pour être très très rapide. C'est la rapidité qui importe dans tout ce que l'on fait et savoir exactement comment fonctionne sa Poulka, où sont ses affaires. Alors la première semaine, on a un peu du mal. C'est pour ça que moi j'ai eu du mal en première semaine parce que j'étais en plus grippée, j'avais la fièvre et donc il fallait que je m'adapte à tout ça tout en gérant cette fièvre. Mais après, au fur et à mesure de l'expédition, on sait faire le tri. Mais par contre, on ne peut pas laisser des choses sur le terrain parce que vous avez vu, ce sont des conditions, c'est très préservé. Donc on ne va pas laisser du matériel sur place. On ne laisse pas non plus ses poubelles sur place. Évidemment, on les prend dans le traîneau. Donc il faut, avant de partir, savoir ce que l'on prend et ce que l'on ne prend pas pour éviter de prendre des choses qui sont inutiles. Alors le parallèle que je ferai sur cet aspect-là, vous allez me voir venir, je pense, hein, c'est que quand on choisit une plateforme, une solution, quelle qu'elle soit, on peut s'amuser à faire une liste de 250 features qu'on aimerait avoir. Et puis se dire, ouais, il faut ça, puis il me faut ça, ah oui, puis il faut ça aussi, et puis il faut tout, parce que chacun y va de son grain de sel. Alors vous avez une belle liste de 250 features, la réalité c'est que vous allez en utiliser 10. Mais ces 10-là, il faut qu'elles soient au top. Ces 10-là, c'est ce qui va vous faire gagner du temps, c'est ce qui va vous faire, jour après jour, être plus efficace, être plus productif. Et si ces 10-là, vous ne les avez pas creusés en détail, chaque détail va compter, vous n'aurez pas fait votre job. Alors que si vous êtes contenté de cocher des cases sur les 250, eh bien vous avez un traîneau qui est rempli de choses inutiles et qui va vous alourdir. Et à la fin, vous vous direz, j'ai fait 10% du chemin, je ne comprends pas, j'avais pourtant tout ce qu'il fallait dans le traîneau pour avancer. On était en train de regarder le film, on se disait, mais ils sont tout seuls, quoi, tout seuls, perdus, il n'y a plus personne. Plus personne n'était là, vous étiez livré à vous-même, c'est-à-dire qu'en cas d'accident, il n'y avait plus personne. Enfin, c'était comme... Alors, en fait, j'avais versé un séquestre de façon à pouvoir, en cas d'accident, de façon à ce qu'il y ait un avion qui puisse venir nous récupérer. Mais il faut savoir que ça dépend des conditions météo. En début d'expédition, on a attendu 7 jours avant de pouvoir être déposé sur la côte parce que justement les conditions météo ne permettaient pas à un avion de voler. Donc ça reste quand même théorique. Mais par contre, on peut, avec le téléphone satellite, avoir des conseils. J'étais en relation avec l'Institut Yves-Fremont à Chamonix, donc Emmanuel Cauchy, qui est un médecin spécialiste des gelures, que je pouvais contacter 24 heures sur 24. J'étais en relation avec un médecin sur une base en Antarctique, donc avec que j'ai dû appeler en fait pendant l'expédition. Alors pas pour la fièvre, mais pour une gelure qui a concerné l'un d'entre nous, une gelure à l'oreille de stade 2. Donc ce médecin nous a bien renseigné. Je voulais quand même avoir un médecin en France au cas où je comprenne pas l'anglais, parce que évidemment c'est des termes qui sont techniques. Donc c'est pour ça que je voulais aussi des relations avec l'Institut Yves-Fremont. Et j'étais en relation tous les jours avec une base à qui je donnais les coordonnées GPS tous les soirs. Ça veut dire que cette base peut nous réorienter. Par exemple, un jour, le 14e jour, on s'est retrouvé devant une immense crevasse. C'est moi qui naviguais à ce moment-là. J'arrive à 15 heures, le brouillard se lève. J'arrive devant une immense crevasse de plusieurs kilomètres de long et plusieurs mètres de large. Quand on est sur le terrain, on ne sait pas où est-ce qu'il faut passer parce que la crevasse est trop grande, trop longue. Il faut reculer de combien, on n'en sait rien. Donc là, on a appelé avec le téléphone satellite la base qui a vu la crevasse sur image satellite et qui a pu nous réorienter, nous dire combien de kilomètres il fallait faire en arrière et ensuite pour pouvoir contourner cette crevasse. On a perdu beaucoup de temps, on a fait 15 kilomètres en plus, mais en tout cas, on a pu trouver une solution parce que dans ces moments-là, il faut aller très très vite. C'est-à-dire que vous êtes dans le froid, vous ne pouvez pas attendre dans le froid pendant 20 minutes de savoir ce que vous allez faire. Il faut trouver une solution rapidement. Et là, la base nous a bien aidés. Donc on était en autonomie entre 2 points de ravitaillement sur des distances aussi longues que la traversée du Groenland. On était en autonomie sur plus de 500 km. Mais on a toujours ces contacts téléphoniques qui sont possibles et donc que des contacts d'urgence parce que par contre, je n'avais aucun contact avec mes proches. Ça, c'était un choix parce qu'on est dans des conditions extrêmes dont on ne peut pas s'extraire facilement. Donc il ne sert à rien d'avoir des mauvaises nouvelles, ni même des bonnes nouvelles qui pourraient nous enlever la motivation de continuer à avancer. Par contre, on était en relation avec la base et les médecins. Alors, le parallèle, encore une fois, il est un peu téléphoné, mais je vais le faire quand même. Quand vous utilisez Actito, vous êtes autonome, puisque c'est le but d'Actito, c'est d'être un facilitateur d'autonomie pour les marketeurs, autonome vis-à-vis de vos propres équipes IT, et puis autonome vis-à-vis de l'éditeur ou de l'intégrateur. Et ça ne veut pas dire que vous êtes seul. Être autonome, ça veut dire que vous faites la route, et quand vous êtes face à un obstacle que vous n'avez pas encore rencontré, ou que vous voulez
faire quelque chose que vous n'avez pas encore fait, eh ben vous pouvez toujours appeler un expert. 24 heures sur 24, peut-être pas, mais vous pouvez appeler un expert, en tout cas, qui sera là pour vous faire franchir l'obstacle. Voilà. On va accélérer parce que le temps passe. Je vais aller directement sur la partie, la valeur de l'échec, parce que je trouve que c'est aussi un enseignement très fort. On a toujours peur d'échouer sur un projet. Hein. Dès qu'on se lance, forcément, tout le monde est tétanisé. Et si ça ne marchait pas ? Alors, en fait, j'essaye de relativiser l'échec. Alors l'échec, ça peut être un échec financier, parce qu'évidemment, j'ai emprunté beaucoup d'argent. J'avais des partenaires qui étaient derrière moi, 50 partenaires quand je suis partie en Antarctique. J'aurais pu échouer. Je sais que certains explorateurs, au bout de 3 jours, ont dû abandonner leur expédition à cause d'une gelure. Mais je pense qu'en fait, pourquoi j'arrive à relativiser l'échec, parce que je me dis que tant qu'on est en vie, tout est possible. Et ce sur quoi il faut prêter attention, c'est surtout le risque de ne pas en revenir. Et là, en Antarctique, pour le coup, j'avais conscience que je pouvais ne pas en revenir. Henry Worsley, un explorateur britannique, est décédé après avoir parcouru 1400 km en janvier 2016 en Antarctique. Donc c'est encore possible aujourd'hui. Hein, c'était pas uniquement vrai au début du XXe siècle, c'est encore vrai aujourd'hui, parce que les conditions sont très extrêmes. Mais mon envie était plus forte et c'est pour ça que j'y suis allée. Après tout le reste, les échecs financiers, le fait de se tromper, le fait de décevoir peut-être éventuellement des partenaires, tout ça il faut le relativiser et le surmonter. J'ai été obligée d'abandonner sur certaines courses, parfois à cause d'accidents, parfois par manque de préparation. J'ai abandonné une fois parce que je n'avais pas visualisé en amont certains obstacles. J'ai abandonné sans raison donc apparente, pas d'accident, pas de blessure. Et je peux vous assurer une chose, c'est qu'aujourd'hui, je n'abandonnerai plus, parce que l'abandon est beaucoup plus compliqué à porter que le fait de continuer. Alors quand on continue et qu'on atteint l'objectif, on a tendance à diminuer finalement les obstacles que l'on rencontrait. Je vous ai parlé tout à l'heure de la rage de dents, c'était horrible sur le terrain, mais je l'ai oublié parce que j'ai atteint mon objectif. Donc abandonner, pour moi, ce n'est pas une option, et parfois quand je me retrouve face à des obstacles, j'ai l'impression d'être dans un tunnel avec une porte qui s'éloigne, mais je n'ai pas d'autre choix que de continuer parce que l'abandon est pire. L'échec, pour moi aussi, m'a beaucoup apporté, les échecs en course, parce que j'ai réorienté mon plan d'entraînement. J'ai essayé de comprendre pourquoi cette fois-ci ça avait marché et pourquoi cette fois-ci ça n'avait pas marché. Et ça m'a énormément appris. J'ai rencontré des athlètes qui réussissent parfois beaucoup plus et plus vite. Mais finalement, quand on a trop de facilité, on ne sait même pas pourquoi on réussit. Moi, aujourd'hui, je sais pourquoi certains projets, je les ai réussis. Je sais quelles sont mes forces et mes faiblesses. Et c'est pour ça que j'adore l'échec. Et je vous dis, trompez-vous. Il vaut mieux se tromper, mais en tout cas, il faut y aller et faire des choses. Et en vous trompant, vous apprendrez vraiment sur vous et la prochaine fois, vous réussirez, c'est clair. Alors, tu as dit que pour la première fois, en fait, lors de cette expédition, tu as emporté du matériel photographique, vidéo. D'ailleurs, il y a un magnifique livre que je vous recommande à tous. Hein, si vous l'avez trouvé passionnante, vous pouvez continuer l'aventure avec ce livre. Un film également. Est-ce qu'il est important de parler comme ça de ce que tu as fait? Qu'est-ce que ça t'apporte finalement de communiquer autant? Est-ce que c'est vital pour toi? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, la communication, elle sert pour trouver des partenaires. Je pense que la communication sert l'expertise. Alors, j'ai fait une école de commerce il y a quelques années, il y a plus de 10 ans. À cette époque-là, moi, j'étais plutôt orientée finance, sciences, mathématiques. Je ne voyais pas du tout l'intérêt de la communication. Et aujourd'hui, je vois l'intérêt de la communication. Et c'est une discipline qui est extrêmement compliquée, mais qui sert parce qu'on peut faire quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, j'ai réalisé un record du monde sur cette expédition, mais je suis encore jeune, je suis une féminine. Il faut savoir que les féminines dans le milieu de l'exploration, on les cache. Pourquoi? Parce que ça la fout mal de montrer qu'il y a une femme petite avec un corps sec qui a réussi la traversée de l'Antarctique. Ça pourrait donner l'impression que c'est simple. C'est en tout cas la représentation que peuvent vouloir donner certains explorateurs dans ce milieu. Et donc, tu veux dire que c'est sexiste? C'est plus sexiste que l'entreprise ou que le milieu du sport. Effectivement, c'est pas évident quand on est une féminine. Donc la communication, il faut beaucoup travailler, avoir des réseaux sociaux. C'est un travail vraiment qui représente un temps très important de la préparation. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, je n'ai rien à envier à, par exemple, Mike Horn, qui a réalisé une expédition à travers l'Antarctique en 2017. Il a réalisé une expédition
à ski et avec voile de traction. Donc il a réalisé 4000 km, puisqu'avec une voile de traction, on fait des expéditions plus longues. Mon expédition n'est ni plus facile ni plus difficile. C'est exactement la même chose. Et j'ai en plus la chance, par rapport à lui, d'avoir réalisé un record du monde sur ce projet. Mais du fait qu'il est plus âgé, qu'il a plus d'expéditions, donc il a 20 ans de plus que moi, c'est un homme, il peut communiquer plus facilement. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, un projet, vous pouvez réaliser quelque chose de très beau, réaliser un superbe produit, fabriquer un superbe produit. Si personne ne le sait, ça ne sert à rien et ça ne se sait pas spontanément. C'est-à-dire que c'est vraiment, il faut faire savoir et la connaissance sert vraiment l'expertise. Après, une autre des raisons pour lesquelles je communique aussi aujourd'hui, c'est que l'Antarctique est un continent qui est très peu connu et il y a beaucoup d'informations aujourd'hui avec les réseaux sociaux. On parle de plus en plus et on a l'impression d'être très informé, mais en réalité, je pense que quand on a la connaissance, c'est vraiment ceux qui ont la connaissance et l'expérience d'un domaine qui doivent prendre la parole pour permettre de faire en sorte qu'un domaine soit plus connu. Donc aujourd'hui, j'essaye de faire en sorte que l'Antarctique soit plus connu parce que j'ai eu cette chance de connaître le cœur du continent et donc je pense que c'est un peu un devoir aussi. C'est pour ça que j'ai essayé de rapporter des images et des vidéos. Voilà. Alors vous aussi, communiquez sur vos projets en interne. Faites savoir quand vous avez eu des réussites, c'est utile. C'est pas juste se faire mousser, c'est faire passer un message positif, montrer du dynamisme et donc engranger un capital de points pour le futur parce que vous aurez d'autres projets à venir et ce sera évidemment plus facile si vous avez emporté l'adhésion sur vos premiers projets. Voilà, Stéphanie, je crois qu'il nous reste à te remercier. Merci. Une grande ovation.